Selon moi, l'écoulement des immeubles, la faute revient à l'entrepreneur. Sélectionner les entrepreneurs, souvent on les prend comme ça, chacun se présente comme un entrepreneur. Et pourtant, il n'a pas la qualité de l'entrepreneur. Il faut que le gouvernement fasse en sorte pour sélectionner les entrepreneurs avant de les donner le marché. Bon, ça c'est au niveau du ministère de Construction, de suivre les chantiers, et puis les architectes avec les entrepreneurs. Et puis les gars ne mettent pas de bons fers de qualité, tout ça là. Les gars ne suivent pas les fers là, je ne sais pas comment les gars font. Et puis les gars, pour enlever le bois de chaînage là, les gars n'attendent pas les délais et puis ils enlèvent. Ça fait un bon moment qu'on en parle et apparemment tout le monde joue à la sourde oreille. Il faut dire que la construction d'une maison n'est pas le fait des profanes. Il faut être du domaine pour prétendre construire une maison. Aujourd'hui, nous avons des techniciens qui sont outillés, qui sont partis à l'école et qui, naturellement, ont des requis, des prérequis pour ce domaine. Cependant, toute personne qui a de l'argent se lève, il préfère attraper un maçon dans la rue et se mettre à construire un immeuble comme le voisin. Mais je pense que l'État doit s'y mettre. Également, il faut informer à tous ceux qui ont les moyens de construire un immeuble de pouvoir s'adresser à un cabinet d'architectes et faire suivre le chantier par des ingénieurs et des techniciens bien indiqués. Je pense que les effondrements, selon moi, sont dus aux autorités. C'est dû à la faute des autorités. Puisque pour construire, il faut d'abord avoir une autorisation. Il faut un prospectus. Il faut faire des études d'abord sur le lieu pour voir si c'est possible. Et quel genre d'immeuble, quel genre de bâtiment il faut mettre sur un tel endroit. Si ce n'est pas possible, les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Souvent, il y a les dessous des tables et bien d'autres choses qui font qu'il y a un laisser-aller. C'est un problème d'actualité. Partout, dans tous les quartiers maintenant, chaque jour, on en parle. C'est la faute aux maires. Les mairies doivent quand même savoir, pour donner les taxations, on ne peut pas venir s'installer anarchiquement. Et puis, il faut que aussi le gouvernement, surtout la mairie ou bien les autorités domaniales qui s'occupent de l'ACD, fassent l'effort pour que ça passe vite. Vous voyez, quand il y a effondrement, il y a beaucoup de morts. L'effondrement des immeubles à Abidjan, je pense que c'est une responsabilité entière du ministère. Je pense qu'ils doivent commencer à vérifier d'abord l'ingénierie des immeubles, si les plans architecturaux et ingénierie sont conformes. Et puis ensuite, ce n'est pas seulement ça, il faut suivre les travaux. Voilà, il faut donner véritablement, il faut que les travaux, quand on commence à monter un immeuble, que ces ingénieurs puissent vérifier si le fer à béton qui a été dimensionné, c'est celui qui est utilisé. Donc il faut qu'ils fassent les efforts pour que ces choses-là ne se répètent pas, c'est des vies qui sont en danger. On contrôle l'ingénierie et puis on contrôle les des travaux. C'est ce côté-là qui n'est pas contrôlé, donc les gens font ce qu'ils veulent. Et voilà, en tout cas, un beau panel d'intervenants sur cette question qui est très importante. On a eu ici des réactions qui touchaient du doigt soit les entrepreneurs, soit le suivi du ministère qui serait défaillant, la vente de matériaux de basse qualité, l'amateurisme, l'appât du gain pour certains, les autorités municipales qui sont pointées du doigt. Maître, à votre analyse, où se situent les responsabilités ? Bien, je vous remercie. Tout d'abord, il faut savoir que, comme il a été dit dans le reportage, mais comme surtout il est prévu par la loi, la construction d'un édifice, d'une maison ou d'un immeuble est encadrée par la loi. Le code de la construction, le code de l'urbanisme aussi. Alors la construction, c'est quoi? C'est tout ce qui va entrer en ligne de compte pour pour édifier, si vous voulez, pour construire le bâtiment, que ce soit une maison basse ou un immeuble. Maintenant, l'urbanisme, c'est tout ce qui va concerner le plan de la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous construisez, si vous construisez sur votre lot, vous ne devez pas dépasser. Il y a des règles en matière de construction. Vous ne pouvez pas, par exemple, construire sur le trottoir. Ça s'appelle un empiètement et c'est puni par la loi.
Vous ne pouvez pas non plus construire selon votre bon vouloir. Vous devez solliciter un permis de construire. Et dans le cadre de l'obtention de ce permis de construire, il y a un certain nombre de choses qui vous sont demandées. On va vous demander qui sont les intervenants, qui est votre architecte, qui est votre ingénieur, qui seront vos techniciens, comment vont se passer les constructions, qu'est-ce que vous projetez de construire. Et quand vous allez construire, normalement, la construction que vous allez faire doit être conforme au permis qui vous a été délivré. Ensuite, dans le cheminement, dans le plan de construction, il y a plusieurs intervenants, comme je l'ai dit. Vous avez des architectes, vous avez des ingénieurs, vous avez des techniciens, vous avez les personnes, les maçons qui vont aller sur le terrain pour construire effectivement, selon le plan qui aura été tracé, selon les implications, comme on l'a dit dans le reportage, au niveau du sol, au niveau de l'inclinaison du terrain. Si vous construisez sur une surface qui est plane, qui est plate, c'est différent de quand vous construisez sur une surface qui est en pente, par exemple. Donc, il y aura des implications en termes de construction. Donc, tout ceci est encadré par la loi, est encadré par l'administration, par le ministère de la Construction, qui va délivrer le permis de construire. Donc, vous avez un délai pendant lequel vous devez impérativement construire à partir du moment où le permis vous est remis. Vous avez 1 an. Sinon, votre permis de construire périme. Et au-delà de 2 ans sans construction, vous devez redemander un permis de construire. Je le dis parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des constructions qui sont édifiées sur plusieurs années. Oui. Vous avez des gens qui ont un permis de construire qui date de 2010, par exemple, et qui viennent, qui construisent un peu, qui s'arrêtent, qui construisent un petit peu encore et qui s'arrêtent. Et ça, normalement, ce n'est pas permis par la loi. Donc l'adage qui dit « maison inachevée et sereine » ne devrait pas se faire. Non. Elle n'est pas aussi sereine que ça. N'est pas aussi sereine que ça, et surtout, elle comporte des risques. Voilà. Alors, maître, tout ce que vous dites, nous les prenons avec beaucoup de plaisir, voilà. Mais avec tout ce qu'on constate, il y a forcément un problème quelque part. Alors, en la matière, que prévoit la loi ivoirienne en cas de catastrophe? Alors, tout d'abord, vous avez différents types de catastrophes, comme vous dites. En droit, on appelle ça des sinistres. Donc, vous pouvez avoir un bâtiment qui devient insalubre. Par exemple, vous avez des infiltrations d'eau, l'eau qui stagne, avec tout ce que ça comporte comme maladie que ça pourrait entraîner. Vous avez des bâtiments comme j'ai dit, qui sont insalubres. Ou vous avez des bâtiments qui posent des risques en termes de solidité et de sécurité des habitants. Donc, qui menacent de s'effondrer ou qui s'effondrent, comme on a pu assister malheureusement. Alors, vous avez 2 types de responsabilités qui rentrent en ligne de compte. La responsabilité de ceux qui ont construit, mais aussi la responsabilité de l'administration. Quelle administration? Non seulement vous pouvez vous retourner contre ceux qui ont construit, ça je parle du propriétaire, qu'on appelle dans le cadre du droit de la construction et de l'urbanisme le maître de l'ouvrage. Il peut se retourner contre son maître d'œuvre, contre ceux qui sont entrés dans la chaîne de construction, qui lui ont permis d'édifier son bâtiment. Il peut se retourner contre son maître d'œuvre. Maintenant, en termes de responsabilité de l'administration, quand il y a un immeuble qui est ce que j'appelle immeuble, en droit je le précise, ça peut être un bâtiment de plusieurs étages ou une maison basse. En droit, ça s'appelle un immeuble, c'est quelque chose qui ne peut pas bouger. Un immeuble qui ne peut pas bouger. Voilà. Et donc, en matière de responsabilité de l'administration, lorsqu'un immeuble est insalubre ou qu'il menace ruine, c'est-à-dire qu'il menace de s'effondrer, ou il s'est déjà à moitié effondré, à ce moment-là, la responsabilité de la mairie entre en ligne de compte, soit de la mairie, soit de la collectivité qui est responsable, ou du premier représentant de l'État dans la zone. Donc, mais par mairie, on pense immédiatement aux villes, on pense à Abidjan, on pense aux grandes villes de l'intérieur, mais là où il n'y a pas de maire, eh bien, c'est le représentant de l'État, donc le préfet ou le sous-préfet qui va être responsable et qui va prendre ce qu'on appelle un arrêté de péril, qui va venir prendre un certain nombre de dispositions pour que les personnes qui habitent cet édifice-là sortent pour préserver leur sécurité. Et il y aura des obligations à la charge du propriétaire, comme par exemple le versement d'une indemnité équivalent à 4 mois de loyer pour permettre aux locataires d'aller se reloger. Maintenant, c'est sous réserve que le propriétaire, donc le maître de l'ouvrage, aille engager la responsabilité de tous ceux qui sont intervenus dans la chaîne de construction et aille vers les tribunaux pour engager cette responsabilité-là. Donc,
Mais ce que je veux pointer du doigt, c'est que l'administration, elle aussi, ne doit pas rester inerte quand il y a des situations catastrophiques comme ça qui se produisent. Il faut que l'autorité municipale ou préfectorale du lieu se saisisse du dossier et prenne les dispositions légales qui sont prévues par le Code de la construction et prenne ce qu'on appelle un arrêté de péril à partir duquel il y aura un certain nombre de conséquences. Donc l'indemnité de 4 mois de loyer pour permettre aux locataires de se reloger, mais aussi pour faire intervenir un expert immobilier pour vérifier l'état de l'édifice, l'état de la maison ou de l'immeuble, vérifier la solidité et ensuite décider si oui ou non on peut continuer d'habiter cet immeuble ou cette maison. Donc les pouvoirs de la mairie ou de l'autorité préfectorale sont très étendus lorsqu'il y a une situation de péril. Donc les locataires ou même les propriétaires qui auraient acheté par exemple des appartements ou une maison ne sont pas démunis quand survient une catastrophe. Les textes sont bien écrits, il faut maintenant les appliquer, il ne faut pas hésiter à se tourner vers un avocat, à prendre attache avec un avocat et surtout à faire les recours, y compris judiciaires, qui s'imposent. En tout cas, maître, c'est tout plein d'informations comme ça que vous donnez aux différentes personnes, à nos téléspectateurs, donc usagers, propriétaires ou locataires de biens immobiliers, pour pouvoir vraiment recourir à la loi pour entrer dans leurs droits. J'ai envie d'aller en amont parce qu'on a bien identifié la niche de responsabilité. C'est vraiment l'État, le ministère de la Construction qui vraiment a ce pouvoir-là de pouvoir faire les évaluations et les interviews avec les différentes parties prenantes, notamment un propriétaire, une promotion immobilière et tout ça. Alors, avec tout ce qui est mis en place, comment se fait-il que quand même on arrive à ce genre d'effondrement si tant est qu'en amont on a balisé avec ces évaluations et ces interviews? J'ai envie de dire que c'est de l'ordre du risque. Malheureusement, vous pouvez avoir une différence entre ce qui est mis sur la table de l'autorité qui délivre le permis, donc du ministère, et ce qui est réalisé sur le terrain. Vous avez un plan qui est extrêmement bien conçu, qui remplit tous les critères pour l'attribution du permis de construire. Maintenant, au moment de la construction, ben, vous pouvez avoir des choses qui vont différer. Dans votre reportage, il y a des intervenants qui ont parlé, par exemple, de fer, de chaînage, etc., qui ne sont pas conformes, ou en tout cas qui ne sont pas conformes à ce qui était prévu dans le permis de construire, qui correspond aux règles de l'art, et donc il y a une différence entre ce qui est prévu par le permis de construire, qui a permis l'obtention du permis de construire, et ce qui est fait sur le terrain. C'est pourquoi, lorsque vous édifiez une bâtisse, vous êtes tenu d'avoir, en tant que vous, propriétaire, donc maître de l'ouvrage, vous êtes tenu de confier le suivi et la réalisation des travaux à celui qu'on appelle le maître d'œuvre, qui va être sur le terrain et qui va coordonner le travail entre architectes, ingénieurs, techniciens, maçons, etc. Et ce dernier-là, le maître d'œuvre, a des responsabilités. Et notamment, en cas de construction non conforme, vous avez des recours contre ce maître d'œuvre. Donc, vous n'êtes pas démunis. Maintenant, il appartient aux autorités de ne pas hésiter à poursuivre. Aller même suivre. Aller suivre, à effectuer des contrôles inopinés sur les chantiers pour vérifier la conformité des matériaux utilisés avec ceux qui ont été prévus par le permis de construire. Il le faut, parce que je pense que cela permettra de juguler un petit peu tous ces désordres-là. Ça devrait se faire fréquemment? Ça devrait se faire fréquemment. Je pense, pour ma part, hein, c'est un vœu pieux, mais moi je pense que ça devrait se faire systématiquement. Il s'agit de vie d'autrui. Tout à fait, tout à fait. Et quand on est dans ce domaine-là, vous savez, c'est des coûts qui sont très importants. Il ne faut pas hésiter aussi à recourir aux assurances pour se couvrir de tous les risques qui peuvent intervenir, non seulement au moment de la construction, mais postérieurement. Voilà. Et donc, il y a des mécanismes auprès des sociétés d'assurance qui existent déjà pour prendre en charge tout ce qui pourrait survenir comme risque dans le cadre de la construction d'une maison ou d'un immeuble. Donc, il ne faut pas hésiter à se tourner vers les assureurs. Il ne faut surtout pas se dire c'est cher. Il faut envisager la possibilité qu'il puisse y avoir un accident
un incident, une catastrophe, et se couvrir en termes d'assurance. Donc au moment de la construction, il y a des mécanismes d'assurance qui existent, des produits d'assurance qui existent, mais aussi après, vous avez des mécanismes comme l'assurance habitation qui existent et qu'il faut encourager le plus grand nombre à prendre parce que ce sont des risques qui peuvent se réaliser et qui malheureusement sont courants. Et quand vous avez une assurance, ben, vous êtes un peu plus à l'aise, plus couvert, on va dire, et plus serein. Voilà. Alors, intéressons-nous un peu aux locataires. C'est vrai qu'ils sont peu nombreux, ces Ivoiriens, qui jettent un coup d'œil sur ces textes qui régissent un peu ce domaine. Pourtant, il le faut. Lorsqu'on doit habiter une maison. Alors, pourtant, il existe aussi des obligations. Lesquelles? Les obligations concernant Concernant bien, le locataire. Le locataire qui vient dans une maison, c'est vrai qu'il vient dans cette maison, mais il a quand même des obligations, ce locataire-là. Oui, bien sûr. Il a des obligations en matière de respect du bien. Alors, la loi vous dit que le locataire est tenu de prendre soin du bien qui lui est remis en location. On en avait parlé précédemment sur ce même plateau en matière de caution. C'est ce que vient couvrir la caution, le risque de dégradation de l'immeuble. Mais, par exemple, si vous avez sur un immeuble, par exemple, une dalle, où vous avez de l'eau qui stagne, vous allez informer, vous devez même en tant que locataire informer votre propriétaire, mais vous avez des obligations en termes de location, de prendre soin du bien. Ben, si vous avez la possibilité, vous faites évacuer cette eau-là parce que ça c'est préserver non seulement le local que vous louez, mais c'est préserver aussi le bien de votre propriétaire. Donc il faut faire preuve de civisme également et remplir ces obligations-là. Vous devez conserver le bien autant que vous pouvez. Maintenant, la loi fait une répartition entre locataires et propriétaires. Donc il y a des charges qui sont purement locatives, qui concernent l'entretien au quotidien du bien. Si ça rentre dans le cadre de ces charges locatives-là, eh bien, vous devez vous en acquitter. Alors maître, est-ce qu'il faudrait faire fi de toutes ces obligations lorsqu'on entre dans une maison, on est dans un immeuble et il y a tous les problèmes qui surviennent 1 mois, 2 mois déjà dans la maison. On a tous les problèmes que nous avons avec l'humidité et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il faudrait faire fi de ces obligations-là lorsque le propriétaire ne réagit pas? Non, absolument pas, puisqu'il y va de votre sécurité et puis vous devez pouvoir utiliser librement, paisiblement le bien que vous avez loué. Si vous entrez et que immédiatement vous avez des problèmes d'infiltration d'eau, d'humidité, de moisissure, etc., vous devez le signaler à votre propriétaire. Et moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent à le faire par écrit pour avoir une trace. Voilà, dire j'ai appelé mon propriétaire et je lui ai dit non, vous écrivez et vous lui remettez la lettre contre décharge, c'est-à-dire qu'il signe pour dire qu'il a effectivement reçu, vous gardez la copie signée avec la date pour que vous puissiez avoir une date certaine. Et je précise cela parce que vous avez, si le propriétaire ne réagit pas, vous avez le droit de saisir la justice, y compris en procédure d'urgence, qu'on appelle la procédure des référés, pour dire au juge, voilà les désordres que je constate dans le bâtiment, autorisez-moi par exemple, à consigner le loyer à côté sans le lui reverser jusqu'à ce qu'il effectue les travaux. Voilà. Donc vous avez la possibilité, il ne faut pas rester immobile en disant voilà mon propriétaire ne réagit pas, écrivez-lui dans un premier temps, gardez la trace de cet écrit et s'il ne bouge pas, vous avez la possibilité d'aller devant les tribunaux. Encore une fois, vous n'hésitez pas à vous retourner vers la maison de l'avocat et les avocats se feront un plaisir de vous orienter. Et vous savez, maître, que oui, c'est bien d'avoir ce genre de recours-là établi et on va dire légiféré, mais en même temps, la hantise de tout usager, c'est la lenteur des procédures judiciaires en la matière pour un cas d'espèce typique que vous venez de donner. Si le propriétaire ne réagit pas, que le locataire saisit la justice, en combien de temps il peut pouvoir se soustraire de payer le loyer pour peut-être effectuer des travaux pour son confort? Alors, il y a 2 choses que vous me dites là. Il y a l'arrêt du paiement des loyers. Je n'ai pas dit d'arrêter de payer les loyers. Non, c'est le juge. Il faut saisir, c'est après décision. Et ça va mettre combien de temps? Mais si vous allez en référé, par exemple, qui est une procédure d'urgence,
les délais seront d'autant plus courts. On parle de quelques jours ou quelques semaines tout au plus. D'accord. Mais il y a une procédure de référé. Là, quand c'est évident et que vous êtes dans une situation d'urgence. Il y a des critères hein, pour aller en référé. Il faut que ce soit évident, il faut que ce soit urgent. Et par exemple, si vous avez un logement qui menace ruine, bien évidemment, vous tournez vers la justice. Vous êtes totalement fondé à avoir recours à cette procédure de référé-là. Encore une fois, ce n'est pas une procédure qui va mettre du temps, ça va être plutôt rapide. Maintenant, ce ne sont pas des décisions définitives qui vont être prises dans le cadre de la procédure de référé. On va prendre des mesures pour préserver vos droits, si vous voulez. Donc, il faudra de toute façon, si vous avez d'autres demandes, si vous avez par exemple effectué des travaux, conserver les factures afférentes à ces travaux-là pour aller dans une deuxième phase vers le juge du fond qui va trancher et établir les différentes responsabilités entre vous et le propriétaire et faire les différents remboursements en termes de travaux qui ont été avancés pour conserver l'immeuble. Alors, petit cas pratique hein, dans cette émission pour éclairer notre lanterne sur tout ce qui est location de biens immobiliers. Alors, M. X loue un bien immobilier à Mme Y, par exemple, pour une fête, pour une soirée ou même pour quelques jours. On en a à profusion hein, dans notre pays, hein, les appartements meublés. Malheureusement, eh bien, s'ensuit des dégâts. Nous avons des dégâts de tous ordres dans cet appartement. Quel recours pour le propriétaire? Eh bien, le propriétaire, dans le cadre de cette location qu'on appelle location saisonnière, oui. Voilà, qui est de courte durée, eh bien, il a des recours contre la personne qui a loué son local. Oui. Il ne faut pas qu'il hésite. Si, par exemple, il y a eu il peut, par exemple, poursuivre devant la juridiction civile pour obtenir réparation de tous les dégâts, de tout le préjudice que lui a causé la location désastreuse qui s'est passée. Donc, il n'est pas démuni. Il peut se tourner vers le juge et il doit se tourner vers le juge pour obtenir réparation. Mais avant ça, ce à quoi j'encourage, par exemple, dans votre cas, c'est de faire établir un constat. Okay. Voilà, de faire établir un constat. Et même avant ça, au moment de faire la location, faites établir un contrat. Et faites surtout un état des lieux avant l'entrée du locataire saisonnier là, dans le local. Même si c'est pour 24 heures. Même si c'est pour 24 heures, puisque c'est un meublé. Oui. Donc vous avez à la fois les murs, mais aussi les meubles qui garnissent l'appartement. Donc il ne faut pas hésiter à faire des contrats et surtout un état des lieux à l'entrée et un état des lieux à la sortie. Ce qu'on appelle un état des lieux contradictoire, c'est-à-dire que et le propriétaire et le locataire sont là et vous vérifiez élément après élément que tout est en ordre au moment où vous remettez les clés et au moment de la sortie, vous devez faire encore cet état des lieux contradictoire. Ça va vous servir. Si ça n'a pas été fait, au moment où vous constatez les dégâts, il faut figer les choses et faire intervenir un commissaire de justice, les anciens huissiers de justice, pour faire établir un constat. Ça ne coûte pas si cher et ça va vous permettre de fixer les choses et de montrer l'étendue des dégâts que vous avez subis pour ensuite aller devant le juge. En tout cas, merci infiniment, Maître Vanessa Ballereau, pour toutes ces informations très pertinentes et utiles qui, assurément, vont donner beaucoup d'espoir aux usagers de différents incidents que l'on a pu constater ça et là. La loi est du côté de tout le monde. Il faut juste pouvoir s'en servir. Et oui, la loi, c'est la loi. Allez, on va vous dire merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à toutes nos équipes qui ont travaillé sur Matin Bonheur de ce jour. Joyeux anniversaire à Bleutia Franck Junior, il est réalisateur sur Fréquence 2. Avec lui, ce sont les matins d'Isaac tous les jours. Plaisir de te retrouver demain, Alix. Avec grand bonheur. Ou bien bleu? Non, ce sera la petite surprise. Il faut toujours apporter quelque chose de nouveau à nos On va se parler par télépathie, ne vous inquiétez pas. Allez, portez-vous bien. Merci, au revoir. À demain.